Hi everyone. Thank you all for joining us today at the National. Bonjour tout le monde, merci de vous être joints à nous pour le Forum national pour l'anti-racisme asiatique pour bâtir les solidarités. Je m'appelle Wincy Yi et je suis la gérante principale à l'université, au centre de coopération. Je suis membre du comité de direction pour ce forum. Avant de passer à la clôture, je veux vous dire que j'ai beaucoup aimé ce forum de la cité de Wando qui se trouve dans le territoire des Indiens natifs, qui est le territoire de beaucoup de tribus indiennes. En tant que quelqu'un qui est originaire de Norvège et qui a vécu en Norvège quelques années avant de m'installer au Canada, je suis très consciente que je suis une invitée dans ce pays et une invitée non invitée. Donc, j'essaye d'établir des communautés avec d'autres personnes, en particulier d'autres groupes racialisés. Et j'ai gardé ça en pensée beaucoup depuis que j'ai trouvé ce forum en particulier. Quand j'ai partagé dans la session numéro 5 où j'étais avant la clôture, ma famille m'a toujours enseigné à enlever les chaussures quand je vais rendre visite chez quelqu'un et ne pas toujours, pas aller me précipiter à aider les gens avant d'avoir la direction, l'autorisation de l'hôtesse ou de l'hôte. En tant qu'Asiatique, je pense qu'il faut bâtir des solidarités avec les autres Asiatiques et les Noirs ressemblent à cela beaucoup. Il nous faut commencer par écouter les uns les autres, essayer de le faire sans avoir des notions préconçues. Il faut s'assurer que les communications sont réelles et sincères et basées sur le respect mutuel et d'aller de l'avant, basées sur le respect mutuel. Je sais que tout le monde est très fatigué après une longue journée, mais nous voulons passer quelques moments pour réfléchir à ce que nous avons appris ensemble avant de prendre une pause jusqu'à demain. Alors, restez avec nous une petite demi-heure de plus. Ça a été magnifique de faire partie de la conversation d'aujourd'hui qui couvre tellement de sujets et d'entendre beaucoup tant de membres de la communauté asiatique et d'autres communautés exactes également. Je sais que c'est beaucoup à absorber. Il nous faut prendre du temps pour passer à la processus de procession de ce que nous avons appris et nous allons nous souvenir des leçons qui sont ressortis de les discussions d'aujourd'hui. Nous avons invité quelques membres de la communauté pour partager les points saillants et les leçons apprises avec nous. Nous avons aussi des membres de notre comité d'organisation qui ont réfléchi à cette journée en globalement sous peu. Mais nous allons commencer par les sessions concurrentes puisque vous n'avez pas pu vous partager et y assister à tout à la fois. Donc, je vais demander à chacun des orateurs de s'introduire, d'identifier la session à laquelle ils parlent et de partager leurs points, les faits saillants qu'ils emportent de cette session en particulier. Nous allons commencer avec la session concurrente numéro 1. Je vous passe le micro uni. Donc, j'étais dans la session concurrente 1 sur les études asiatiques et les études canadienne asiatique, les défis et les opportunités. L'une des questions clés qui est ressortie, qui a résonné avec tout le monde, c'était tourner autour de comment déconstruire, résister ou aussi redéfinir les barrières ou les limites dans le cadre des études asiatiques et par extension, comment est-ce que nous clarifions les catégories que nous utilisons parce que ces domaines d'études n'ont pas toujours à faire tout avec la race et la région et la langue, mais aussi le genre et la sexualité et la classe. Donc, l'expérience de cette intersectionnalité comprennent des catégories et comment les personnes se considèrent comme extension et comment ils aussi prennent en considération leurs études et leurs recherches. Est-ce que les personnes s'identifient en tant que chercheurs ou chercheuses canadiennes asiatiques sont
tant tellement de leurs intérêts sont fondés dans d'autres intérêts tels que le colonialisme, les études noires. Et donc, les études asiatiques canadiennes et les programmes interdisciplinaires, c'est toujours un équilibre de négocier au niveau de l'institution pour s'assurer que les étudiants ont un accès aux classes et aux cours qui ne sont pas restreints par des prérequis et que le corps enseignant peut enseigner et ne sont pas restreints par des exigences pour d'être aussi admis ou appointés en chevauchement ou bien nommés quelque part à plusieurs endroits à la fois. Mais en fin de compte, les membres du groupe d'experts ont parlé de l'opportunité que les programmes interdisciplinaires présentent et l'importance de pouvoir s'appuyer sur le chaos et la souplesse qui émanent des études asiatiques canadiennes. Et une des questions les plus pressantes, c'est comment est-ce que nous fondons une culture de solidarité pour le travail qui est en cours et a été en cours, que ce soit ou pas reconnu par les institutions. Et comment pouvons-nous prendre du temps de reconnaître et de célébrer les changements qui se sont passés et l'évolution qui a pris place en ce qui concerne l'expérience asiatique au niveau postsecondaire et aussi de définir l'aspect de la nature interdisciplinaire des études, des recherches asiatiques et au lieu de passer à un point de défaut où les étudiants peuvent trouver comment est-ce que les études asiatiques canadiennes peuvent être rechargées du fait de l'apprentissage intersectionnel et excitant et dynamique et passionnant qu'elles offrent. Merci beaucoup. Nous allons passer à Joanne pour parler de la session concurrente numéro 2. Joanne, à vous le micro, chère madame. Merci beaucoup, je m'appelle Jeanne Tsang et je suis conseillère juridique à l'université. Quand je parle de la légale d'éducation juridique dans le cadre du système juridique et pour de l'antiracisme asiatique. Nous avons beaucoup d'avocats très chevronnés qui ont parlé des lois qui tournent autour de l'antiracisme asiatique et de militer pour les groupes marginalisés. Le panel a parlé de bâtir un cabinet d'avocats qui se concentre sur les communautés marginalisées, ceux qui demandent de traduire la loi dans les expériences de vécu qu'elles desservent et vice-versa. Ils ont souligné l'affaire de la Cour suprême du Canada dans le contexte de l'antiracisme asiatique parce que le tribunal a reconnu le contexte social, y compris l'expérience de la personne avec le racisme, doit être considérée quand on évalue l'interaction avec la police pour les communautés marginalisées. On a discuté des barrières de l'institution pour les clients des cliniques juridiques, y compris les barrières économiques, linguistiques et une éducation et des équilibres de pouvoir très importants. C'est difficile de surmonter ces obstacles à moins que la personne ait de l'aide ou de bonnes capacités linguistiques ou un bon accès technologique. Donc, les points saillants que tous les participants doivent travailler pour bâtir ce résultat. Il s'agit là d'un effort collectif et collaboratif. Le système juridique est très grand et multifacette. Nous voulons bâtir des solutions et il nous faut faire attention et militer pour ces groupes marginalisés et racialisés qui sont impactés de façon disproportionnelle par le racisme systématique. Et le deuxième sujet, le racisme, les ressources de racisme anti-asiatique, les panels ont indiqué que d'enseigner et d'apprendre à ce sujet est une façon unique dont elle se manifeste. C'est important pour bâtir la solidarité. C'est la raison parce que toutes les formes de discrimination et de préjugés sont pertinentes pour combattre la suprématie blanche, y compris
comment la façon dont c'est perpétué par la loi. Il y a des ressources qui sont amicales à l'utilisateur et pour enseigner l'antiracisme. Ces ressources seront affichées en ligne publiquement et auront pour intention d'éduquer les utilisateurs et la pertinence continue du racisme au Canada. Du panel juridique en général, le point saillant, nous avons tous une partie à jouer pour bâtir une société plus équitable et combattre le racisme anti-asiatique. C'est que ceux qui s'intéressent à la réponse du système juridique peuvent en apprendre plus dans nos webinaires à venir du 16 novembre qui sera affiché et tenu par le Centre de la criminologie. C'est un exemple de cette conversation importante qui continue en delà de ce forum actuel. Nous espérons que toutes les parties prenantes, y compris vous-même, le public, vont passer à l'action, même si c'est une petite étape, et vous engagerez au niveau légal pour combattre le racisme anti-asiatique et pousser pour des politiques, changements de politique pour faire face au racisme anti-asiatique. Merci beaucoup, merci Joanne. Et maintenant, nous avons Jeannette qui va parler de la session concurrente numéro 3. Jeannette, vous avez le micro. Merci beaucoup. La session concurrente numéro 3 a parlé de la représentation et du recrutement universitaire et l'émotion. Il s'agissait là d'une discussion très fascinante. Nous avons parlé de beaucoup des défis concernant les procédures des politiques et des processus qui ont entravé, bloqué l'attraction de beaucoup de candidats et retenir et de faire la promotion de corps enseignants. Nous avons un manque de données, nous ne savons pas, donc nous ne pouvons rien dire. Et les données qui sont là sont basées sur l'auto-identification qui est volontaire, bénévole, donc ce n'est pas très précis. Notre élément, c'est la culture de l'université, les normes de l'endroit du travail. Les personnes diverses ne s'inscrivent pas. Avez-vous entendu ce mot très moche? Ils ne s'inscrivent pas. Le manque de soutien dans les services, dans l'enseignement, dans la recherche. Que pouvons-nous faire pour rassembler le soutien pour un corps enseignant diversifié? Le manque d'études, de programmes d'études asiatiques, de programmes de langue asiatique pour attirer des membres du corps enseignant diversifié. Et en ce qui concerne l'idée de l'université doit être viable économiquement. Et si nous diversifions l'université, mais qu'est-ce que cela a à faire avec l'économie d'une université? Bon, il y avait une très bonne réponse à cela que je vais vous dire prochainement. Et l'idée que d'une façon ou d'une autre, nous avons besoin de gérer tous ces obstacles. Comment est-ce que nous gérons ces obstacles? Et quelles sont les caractéristiques que pouvons-nous mettre en place? Comment est-ce que nous retenons, attirons, promouvons un corps enseignant diversifié? Premièrement, c'est le mentorat positif. Il nous faut avoir une approche holistique pour permettre le succès dans tous ces domaines. Parce que parfois, un membre du corps enseignant va se sentir isolé. Mais avec un système de soutien en place, ceci peut vraiment aider la personne à rester. Et aussi, nous faut changer la façon dont nous définissons l'excellence et ce qu'on appelle les recherches directes. Quoi? Vous faites des recherches sur la même communauté à nouveau? Oui, à nouveau. Nous voulons reconsidérer comment nous définissons ce que nous considérons une excellente recherche. Et finalement, il nous faut prendre une approche multifacette et holistique pour le succès de notre corps enseignant. Nous faisons ceci à la faculté des sciences humaines et à l'université en réévaluons nos crafts internes pour attirer la recherche et les enjeux indigènes et les études communautaires ou les enjeux raciaux. Donc, je pense que ceci résume assez bien cette session. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, je passe le micro à
Nancy. Merci beaucoup, Janet. Je vais prendre Dan qui va nous faire un rapport sur la session concurrente numéro 4. Bonjour. Je suis un membre de l'école de management. Je suis un homme et je suis donc, je partage beaucoup de gratitude pour les membres du groupe d'experts pour la session concurrente numéro 4. C'était l'intersectionnalité du genre, de l'orientation sexuelle et des identifiants entre quelqu'un qui s'identifie en tant que membre de la communauté philippine et du LGBT. Cette session m'a semblé être comme un grand un chaleureux accueil et pour parler des différences de langue et discuter du genre et de la sexualité. Les membres du panel ont aussi exprimé le besoin de sortir, quelle que soit leur identité sexuelle ou nationale. Et parce que je voulais partager au sujet de la discussion que je vais partager aujourd'hui. L'un des panels, membre du panel, Christine, nous a dit quel est votre moi le plus authentique et je vous encourage quand c'est possible de regarder cette session de beaucoup de magnifiques points de vue et de discussions passionnantes qui ont été tenues dans cette session concurrente. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dan. Et en dernier, nous avons Maurice. Merci, je m'appelle Maurice Fernandez et je suis un homme et je suis un expert à l'Université X et je fais un rapport sur la session concurrente 5, les expériences et les opportunités pour le personnel asiatique canadien. Nos experts ont partagé des expériences personnelles sur le modèle du mythe des minorités et l'impact sur le développement de professionnels et les opportunités de directorat. Malheureusement, nous avons eu des difficultés techniques avec le Zoom, mais soyez assurés que nous allons vous fournir un enregistrement sous peu. Mais avant ceci, nous avons quelques points saillants que j'ai gardés en mémoire. L'un, c'était Frank June. C'était, par exemple, ici, nous allons en-delà du travail actionnaire et nous en incluant d'autres voies. Ici, et si nous payons le personnel au lieu de leur faire des impôts, et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Il nous faut établir la sécurité avant d'établir l'inclusion. Finalement, en ce qui concerne la représentation, Hilary a parlé de perte d'identité pour nous inscrire dans les normes occidentales et la notion que les universités sont un espace très blanc. Et bien sûr, comme vous l'avez partagé auparavant, sur l'hypervisibilité du personnel dans les rôles de début. Merci beaucoup, Wency. Merci beaucoup, Maurice, et merci beaucoup à tous nos orateurs de rapports finaux. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été comprises dans nos sessions concurrentes et j'aurais bien voulu pouvoir y assister à toutes. Et je pense que tout le monde pense de même. Ce qui est bien, c'est que l'enregistrement de toutes les sessions concurrentes vont être partagées dans les jours à venir, donc nous pourrons réviser chacune des sessions dans nos moments de loisirs. Et mes excuses aux personnes qui ont eu des problèmes techniques. J'espère que vous allez prendre votre temps de réviser ces enregistrements lorsque vous aurez un petit moment. Maintenant que nous avons rattrapé tous les points saillants de toutes les sessions, voyons voir quelles sont les leçons que nous pouvons tirer du dialogue d'aujourd'hui à un niveau plus holistique. En ce qui me concerne, ce qui s'est ressorti, c'est l'importance de continuer à bâtir votre propre communauté d'apprentissage et vous assurer que vous intentionnellement comprenez des voies diversifiées dans ce cercle. Beaucoup de notre apprentissage et croissance émane de relations personnelles, même l'acte de se réunir aujourd'hui et ce qui a mené à ce
Forum national. J'ai vraiment aimé apprendre à connaître certains des experts et les organisateurs au niveau personnel, d'entendre leurs histoires et d'apprendre de leurs expériences et de transformer certains de ces apprentissages en action ensemble. Je vous encourage toutes et tous à me joindre, à examiner de façon critique qui nous avons dans notre propre communauté d'apprentissage et d'essayer d'élargir cette communauté au fil du temps également. J'aimerais maintenant introduire quelques invités spéciaux du comité d'organisation pour partager leurs propres réflexions sur la journée. Nous avons Lynn Deutsche Kobayashi, qui est la vice-présidente de l'Association nationale des Japonais canadiens et membre de notre comité de direction. Nous avons Amira et Daya, étudiants de programme d'études sociales à l'Université de Manitoba et qui font partie du comité de conseil. Et nous avons un professeur dans l'école de communication à l'Université X. Vous avez le micro, Lynn. Veuillez partager vos apprentissages avec nous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis contente et très honorée de faire partie de cette réunion et nous espérons, en tant que personne du traité, nous espérons apporter de bonnes relations aux endroits où nous nous sommes installés. Je suis lui, elle ou elle-même. Mes ancêtres sont arrivés ici parmi les colons des années 1800 et ils ont fait un déplacement forcé, le travail forcé, dépossession et la séparation des familles qui a fait que mon père a fini ses études au 8e grade. Fontaine, le chef, ancien chef, a inspiré tout le monde à l'action. Je crois que c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui à sujet de ce forum. La tentative de nous transformer a échoué. Et notre héritage sera celui du Canada. Notre travail aujourd'hui, demain et après, c'est de faire partie de cette transformation. Plutôt aujourd'hui, Ellen King a parlé d'aller retour en arrière dans le temps. Ayant un peu plus âgé que la plupart des participants, j'aime bien ça, revenir dans le temps. Je vais en revenir à 1947 parce que à 84, Gérard Street, le NGAC, qui était connu sous le NGCCA, a été fondé pour se battre pour la justice pour les Canadiens japonais. Et en avance pour 2018, la première juge canadienne de descendance asiatique a reçu un doctorat honorifique de l'université. Elle a parlé à la classe de 2019 et a dit: vous me donnez de l'espoir pour la survie de l'espèce. Vous avez besoin de redresser l'inégalité, la pauvreté et la discrimination et le manque les personnes sans domicile fixe. Et vous avez des alliés parmi nous. La justice, le juge parle de sa confiance en tant que conseil juridique pour l'NADC qui a instauré un accord en 1988 pour la justice. C'était l'accord le plus large de justice humaine de ce moment-là. Sur le sujet de la solidarité, la campagne a rassemblé une coalition nationale de plus de 900 personnes et 60 institutions d'organisations ethnoculturelles. Oui, la solidarité. Et cependant, nous nous battons pour nous assurer que notre histoire on se souvient de notre histoire. Une des choses qui m'a parlé aujourd'hui, quand Lombard a parlé de la connexion entre les cours d'histoire de niveau universitaire dans l'histoire urbaine et le manque et pour en revenir au manque à l'inéquation pour développer de l'intérêt dans ces histoires. Donc, vous voyez que développer cet intérêt très tôt va solidifier la demande et l'intérêt pour ce sujet-là. Il y a une autre personne à qui on a dit que ce qui s'était passé aux Canadiens japonais n'était pas si grave que ça.
les personnes n'étaient pas payées. Il était payé dans les camps de travail forcé. Il n'était pas un esclave. Donc, ceci a été vraiment montré, le dommage de l'effacement de l'histoire de ce peuple est vraiment très endommageant. Le bénéfice à la communauté doit être plus important que ce qu'ont fait les chercheurs. Il y a une session demain qui s'appelle l'éthique de représenter les communautés asiatiques dans la recherche. Je vais m'assurer d'y assister. J'espère que vous reviendrez à vous joindre à nous demain. Et je remercie tout le monde, les organisateurs, et merci à tous les participants. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Oh, my apologies, Amira. Toutes mes excuses, Amira. Vous avez le micro, chère madame. Merci beaucoup, Lynn. Pas de problème. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Amira. Je suis une étudiante de licence de l'Université de Manitoba. Je suis elle-même et je fais partie du comité d'études, de conseil des étudiants. Nous avons beaucoup appris aujourd'hui de détruire et de démonter l'oppression dans l'université. C'est la session de l'intersectionnalité du genre et de l'orientation sexuelle et de l'orientation et de l'identité asiatique. J'ai beaucoup aimé et j'ai aimé voir une bonne représentation. Ça a beaucoup été important pour moi en tant qu'étudiante. En tant qu'étudiant, il nous faut continuer à exiger des politiques et des idéologies en place soient démantelées et de continuer à inclure les institutions et à lancer un défi aux institutions pour leur demander pour qui ça s'adresse et comment ça nous bénéficie. Beaucoup d'entre nous ne peuvent pas parler de ceci dans le contexte de la salle de classe et nous faut continuer à bâtir la solidarité entre les communautés. Et j'ai trouvé que ces conversations, c'est très intéressantes et je suis vraiment ravie de voir ce qui va se passer demain. Je passe le micro à la prochaine personne. Merci beaucoup. Bonjour. Je m'appelle John Shiga. Je suis professeur associé à l'école de communication professionnelle à l'université Aix. Je suis un lui ou un lui-même et je fais partie du comité de conseil pour ce forum. Qu'avons-nous donc appris? Ce que j'ai moi-même appris de la session d'aujourd'hui, avant de faire avancer le changement institutionnel, il nous faut mieux comprendre le statu quo et comment ceci est maintenu sans le système sous-jacent qui sous-tend le racisme. Sans les comprendre, nous sommes en risque de trouver des solutions qui ne gèrent que les symptômes les plus présents et les plus évidents. Et donc, il nous faut comprendre de l'oppression, les formes d'oppression les plus évidentes depuis la surveillance et autres choses. Nous avons remarqué que l'un des moyens centraux de renforcement du statu quo sont des cycles de résistance à l'incorporation et l'adaptation. Nous avons aussi noté que l'enjeu du racisme anti-asiatique passe par des cycles de visibilité quand il s'approche des médias et comment de maintenir l'élan dans le cadre de ces cycles sera clé au partenariat de l'avenir. En ce qui concerne les causes de recommandation, un qui m'a vraiment parlé, c'est de repenser l'espace universitaire en ce qui concerne sa relation avec la terre indigène sur laquelle il se trouve situé et comment la classe peut être reconfigurée pour renforcer les hiérarchies et comment l'apprentissage se passe. Ce ne sera pas toujours d'entre les murs universitaires. Pardon, nous avons encore des réponses nous avons la métaphore du rouge à lèvres de Mélanie Knight. Comment est-ce que nous assurons que nos initiatives d'antiracisme ne seront pas seulement des exercices bureaucratiques et comment nous assurer que le changement se passe non seulement de façon symbolique, mais aussi au niveau des pratiques universitaires et l'allocation des ressources. Certaines ressources, je vais me concentrer sur une seule solution à long terme qui gère le défi incroyable de changement en soi-même, ce qui peut être frustrant. Un des moyens de le faire de façon
efficace de le faire par le biais de la coalition dans les universités et en delà et explorer, comme on l'a dit en début de journée, les parallèles, les connexions entre les expériences des colons asiatiques et les indigènes. Il y a un précédent historique et une histoire d'intersection entre les colons asiatiques et au Canada, des Premières Nations, pour en venir à un moment où les communautés étaient et sont toujours marginalisées. Je ferme, fin de citation. Je crois que ça nous donne raison d'espérer, mais une possibilité historique d'aller de l'avant. Je vous repasse le micro, chère Etsy. Thank you so much, Lynn, Amira, and John. Merci Lynn, Amira et John d'avoir partagé vos points de vue et vos réflexions très valables avec nous. C'était magnifique de voir des interprétations très tellement enrichissantes des discussions où nous avons participé aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Je le ressens pour la continuation de cette conversation. Et ceci n'est que le point de départ. Bâtir la solidarité va prendre beaucoup de temps et d'efforts et d'engagement. Et j'espère que vous serez tous autant inspirés que moi-même pour vous mettre au travail. Comme Lynn l'avait dit, j'espère que vous allez vous joindre à nous pour la deuxième journée. Vous allez trouver l'horaire sur notre site web. Merci beaucoup à tous de vous être joints à nous et nous vous souhaitons une excellente soirée. Merci beaucoup.